Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Nous continuons avec notre chapitre 1 de Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Le doute fait son apparition. Le charme, si cette expérience peut être ainsi décrite, se dissipa. Peu de temps après, je commençais à écrire. Rapidement, ma raison me suggéra que je m'étais embarqué dans une folle mission. L'idée qu'un homme qui était au plus bas et presque hors jeu puisse avoir la prétention d'écrire une philosophie de la réussite personnelle me sembla si ridicule que je fus pris d'un rire sarcastique. À dire vrai, j'ai même été à deux doigts de me mépriser. Je me tortillais sur ma chaise, passais nerveusement ma main dans mes cheveux et essayais de me constituer un alibi qui me permettrait de justifier à mon propre esprit de retirer la feuille de la machine à écrire avant même d'avoir commencé. Mais l'urgence de continuer était plus fort que le désir d'abandonner. Je commençais à me réconcilier avec la tâche qui m'incombait et repris le travail. À présent, quand je regarde en arrière, je peux avoir à la lumière de tout ce qui s'est passé que cette petite période d'adversité que j'ai traversée ont été parmi les meilleures et les plus profitables de toutes mes expériences. Celles-ci n'étaient autres que des bénédictions déguisées qui me forcèrent à continuer à travailler. Ce chemin sinueux me conféra finalement l'opportunité de me rendre plus utile au monde que je ne l'avais jamais été dans la réussite de mes plans ou buts précédents. Durant presque 3 mois, je travaillais sur ces manuscrits pour les achever finalement au début de l'année 1924. Aussitôt que mes travaux furent terminés, je me sentis à nouveau tenté par le désir de retourner dans le fantastique jeu des affaires de l'Amérique. Je succombais à la tentation et fis l'acquisition du centre d'études d'affaires métropolitain de Cleveland en Ohio et j'entrepris d'en redessiner les plans pour en augmenter la capacité. À la fin de l'année 1924, nous nous étions développés et étendus en ajoutant de nouveaux cours, si bien que nous réalisons un chiffre d'affaires qui multipliait par 2 les meilleurs résultats que l'école n'ait jamais connus. Une fois de plus, la graine de l'insatisfaction commençait à germer dans mon esprit et je sus à nouveau que je ne pourrais pas trouver le bonheur dans ce type de démarche. Je cédais donc mon entreprise à mes associés et décidai de parcourir les États-Unis pour donner des conférences sur la philosophie du succès. Cette entreprise à laquelle j'avais voué tant de mes années précédentes. Un soir, je m'étais rendu à Canton dans l'Ohio pour une conférence. Le sort ou autre chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, semble parfois façonner le destin des hommes, malgré tous les efforts que l'on peut déployer contre lui. Cette invitée surprise entra une nouvelle fois en scène et me plaça en face d'une expérience douloureuse. Dans le public était assis Donald R. Mellett, éditeur du Daily News, les nouvelles du jour, de Canton. Monsieur Mellett fut si intéressé par la philosophie du succès individuel, thème de ma conférence de ce soir-là, qu'il m'invita de lui rendre visite le jour suivant. Cette interview se conclut par un accord de partenariat qui devait prendre lieu le mois de janvier suivant, mois où M. Mellett avait prévu de démissionner en tant qu'éditeur du Daily News pour prendre la tête de la société qu'il éditerait la philosophie sur laquelle je travaillais. Cependant, en juillet 1926, M. Mellett fut assassiné par Pat McDermott, une figure de la piègre et un policier de Canton. Ils furent tous deux condamnés à la prison à perpétuité. L'assassinat de M. Mellett avait été commandité suite aux révélations faites dans son journal prouvant l'existence d'un lien entre les trafiquants et les membres des forces de police.
Ce crime fut l'un des plus choquants que l'ère de la prohibition ait engendré. La chance me sauva la vie. Le lendemain matin, après le décès de M. Mélé, je fus appelé au téléphone et averti par une source inconnue qu'il me restait 1 heure pour quitter Canton, que je pouvais partir de mon propre gré durant ce délai, mais que si j'attendais plus longtemps, je quitterais probablement les lieux dans une jolie boîte en sapin faite sur mesure. Mon association avec M. Mélé avait apparemment été mal interprétée. Ces meurtriers avaient dû croire que j'étais directement impliqué dans l'exposition qu'ils avaient faite dans son journal. Je n'entendis pas que le glas de l'ultimatum ne sonne et montai aussitôt dans ma voiture. J'ai pris le premier vol avec pour seul cap les montagnes dominant l'ouest de la Virginie afin de rejoindre la maison de mes parents. Et ce jusqu'à ce que les meurtriers aient été placés sous le verrou, quelques 6 mois plus tard. Cette expérience correspondait parfaitement à la catégorie décrite par M. Carnegie quand je parlais de situations qui me forceraient à réfléchir. Pour la première fois de ma vie, je sus que c'était la douleur. Qu'était la douleur d'avoir à chaque instant la peur au ventre. Mon expérience précédente à Columbus quelques années plus tôt avait tapissé mon esprit de doute et semé la graine d'une indécision qui, bien que temporaire, avait fait germer en moi une peur à laquelle il me paraissait impossible de me soustraire. Durant la période où j'étais en planque, je quittais rarement la maison une fois la nuit tombée et dès que je mettais un pied dehors, j'avais toujours une main sur un pistolet automatique caché dans la poche de ma veste, avec le cran de sécurité relevé en cas de nécessité immédiate. Si une voiture suspecte s'arrêtait devant la maison où j'étais caché, je me rendais systématiquement à la cave et par la fenêtre examinais avec attention chacun de ses occupants. Après quelques mois de tension constante, mes nerfs commencèrent à lâcher progressivement. Le courage qui m'habitait m'avait définitivement quitté. L'ambition qui m'avait insufflé tant d'entrain durant toutes ces années, cette quête de raison du succès comme de l'échec, s'était elle aussi envolée. Lentement, je m'enfonçais pas à pas vers un état de léthargie si profond que je craignais de ne jamais pouvoir en sortir. Ce sentiment devait être relativement comparable à celui que peut ressentir quiconque met les pieds dans des sables mouvants, puis comprend que chaque effort pour s'en étirper s'enlise de plus belle. La peur est un marécage sans fond. Si les graines de la démence avaient fait partie de ma constitution, elles auraient probablement germé dans ces mois d'errance où ma vie comme la mort présentait des saveurs comparables. Cette stupide indécision, ces rêves irrésolus, le doute et la peur traçaient les sentiers où venait s'égarer mon esprit de jour comme de nuit. L'urgence à laquelle je faisais face était désastreuse de 2 manières. Premièrement, sa vraie nature me maintient dans un état constant d'indécision et de peur. Deuxièmement, le confinement forcé me contraignait à une oisivité persistante où le malaise teintait chaque instant d'une inquiétude toute naturelle. Mes facultés de raisonnement avaient presque toutes été paralysées. Je compris que je devais travailler sur moi pour sortir de cet état d'esprit. Mais comment? Les ressources illimitées qui m'avaient permis d'affronter toutes les exigences précédentes semblaient s'être tout simplement évanouies. Je me retrouvais impuissant. Sans compter mes difficultés qui étaient déjà suffisantes, lourdes à porter, je devais affronter une autre épreuve qui me parut plus douloureuse que toutes les autres réunies. C'est la prise de conscience d'une réalité accablante. J'avais passé la majeure partie de mon temps à courir après un arc cherchant ça et là les raisons du succès pour me trouver moi-même maintenant plus incapable que les 25 000 personnes jugées par mes soeurs comme des ratés. Cette pensée était tout simplement rageante par-dessus tout. Ils étaient extrêmement humiliants dans mon cas d'avoir comme donné des conférences dans tout le pays, les écoles, les lycées et autant d'instituts d'économie. Comment pouvais-je avoir la prétention d'enseigner à mes semblables la façon d'appliquer les 17 principes du succès alors que j'étais incapable de les appliquer moi-même? J'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais regarder le monde avec le moindre sentiment de confiance. À chaque fois que je croisais mon reflet dans le miroir, je me voyais comme quelqu'un de méprisable. Et il n'était pas rare que je dise à l'homme que je voyais de l'autre côté des choses
qui n'ont rien à faire dans un livre. J'avais commencé à me placer dans la catégorie des charlatans qui offrent aux autres un remède contre l'échec qu'ils ne peuvent pas appliquer eux-mêmes. Les meurtriers de M. Monsieur Mélé avaient été traduits en justice et emprisonnés pour le restant de leurs jours. Je pouvais donc en toute sécurité émerger de ma cachette pour une fois de plus reprendre mon travail. Je ne pouvais pourtant sortir car à présent je devais affronter les circonstances bien plus effrayantes que les criminels qui m'avaient poussé à la fuite. L'expérience avait anéanti toute initiative autrefois à ma possession. Je n'arrivais pas à sortir des griffes de cette influence déprimante qui faisait de ma vie un cauchemar. J'étais en vie. Je pouvais me déplacer où bon me semblait, mais je ne pouvais envisager de faire un seul geste qui puisse me remettre sur la route de l'objectif que je m'étais fixé depuis la proposition de M. Carnegie. Je deviens très vite indifférent, non seulement à mon sujet, mais puis encore je devenais peu à peu irritable et grincheux à l'égard de ceux qui m'avaient porté secours durant mon état d'urgence. Je faisais face à la grande détresse de ma vie. À moins que vous n'ayez traversé une expérience similaire, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que j'ai ressenti. De telles expériences ne peuvent être décrites. Celui qui veut les comprendre doit d'abord les éprouver. Le tournant le plus important de ma vie. Le changement se produisit d'un seul coup à l'automne 1927. Plus d'un an après l'incident de Canton, j'étais sorti de chez moi un soir et j'étais monté jusqu'à l'école publique pour atteindre le sommet de la colline qui domine la ville. J'avais décidé de résoudre la question qui me taraudait avant que la nuit n'ait pris fin. Je commençais à tourner autour de l'école, essayant d'obliger mon cerveau embrumé à penser clairement. J'ai dû tourner plusieurs centaines de fois autour de l'école avant que ce puisse ressembler de près ou de loin à quelques pensées organisées ne dédaignent apparaître dans mon esprit. Tout en marchant, je répétais sans cesse, il y a une solution et je la trouverai avant de rentrer. J'ai dû répéter cette phrase au moins 1 millier de fois. Je le pensais vraiment. J'étais profondément déçu et dégoûté de moi-même, mais j'avais encore une lueur d'espoir. Puis tout d'un coup, tel un éclair cisaillant le ciel, une idée vient frapper l'antichambre de ma conscience avec une force telle que le sang qui irriguait mes veines ne fit qu'un tour. Le moment de l'épreuve est venu pour toi. Tu as subi l'humiliation et pauvreté pour t'amener, malgré toi, à découvrir ton autre soi. Pour la première fois depuis tant d'années, ce que M. Carnegie m'avait dit au sujet de cet autre soi me revenait à l'esprit. Je me rappelais à présent qu'il avait affirmé que je le découvrirais uniquement vers la fin de mes recherches sur les causes de l'échec et du succès, et que le plus souvent, une telle découverte se produit dans des situations de crise, parce qu'elles obligent les hommes à modifier leurs habitudes et à rechercher de toutes les forces une issue à leurs difficultés. J'ai continué à tourner autour de l'école, mais dès lors, j'avais l'impression de glisser sur des coussins d'air. Inconsciemment, je sentais que j'étais enfin sur le point de m'évader de cette prison construite de mes mains où la force des choses m'avait contraint à m'enfermer. Je me suis rendu compte que cette extrême urgence m'avait donné l'occasion non seulement de découvrir cet autre soi, mais aussi de pouvoir mettre à l'épreuve la validité de cette philosophie du succès que j'avais enseigné à tant d'autres comme étant fonctionnelle et tangible. J'allais bientôt pouvoir juger moi-même de son efficacité. J'avais décidé que si celle-ci ne fonctionnait pas, je brûlerais les manuscrits dont j'étais l'auteur, ne me rendant ainsi plus jamais coupable d'enseigner aux gens qu'ils sont maîtres de leur destin, capitaines de leurs âmes. Invictus. Invictus indomptable en latin. Publié en 1888 par William Ernest Henley. Paraphrasé par Napoléon Hill. Sorti par cette noire nuit qui me couvre, tels les néants qui font d'un pôle à l'autre, je remercie les dieux dont les portes m'ouvrent, l'âme indomptable de mon humble apôtre. Pris au piège, aux griffes des circonstances, brave, je n'ai point saucié ni crié garde. Sous les cruels martèlements de la chance, ma tête saigne, mais elle reste froide. Au-delà du monde de colère et de larmes,
quand surgit et menace l'horreur de l'ombre, par-delà le monde, les années, les armes, plus jamais je n'aurai peur de la pénombre. Quelles que soient les épreuves que ma vie me trame, telle une punition sur ce dévin parchemin, je resterai toujours maître de mon destin, l'unique et le seul capitaine de mon âme. La pleine lune se levait au-dessus de la montagne et je ne l'avais jamais vue briller si fort. Tant que j'étais debout à la contempler, une autre pensée me traversa soudain. Tu as appris aux gens à maîtriser leur peur et à surmonter les difficultés qui surviennent en période de crise. Mais à compter d'aujourd'hui, ton autorité sera plus grande car tu es sur le point de t'élever toi-même au-dessus de tes propres difficultés avec courage et conviction, résolument et sans aucune peur. Au même instant, il se produisit une transformation biochimique de mon être, m'entraînant dans un état d'exultation que je n'avais encore jamais connu. Mon cerveau commença à sortir de la léthargie dans laquelle il était plongé. Mes facultés de raisonnement se remirent à fonctionner normalement. Pendant un bref instant, je fus reconnaissant d'avoir eu la chance de connaître ces longs moments de tourment, car une telle expérience me donnait l'occasion de tester la sagesse des principes de réussite que j'avais si laborieusement déduits de mes recherches. À l'instant même où cette pensée fut mienne, je demeurai immobile, rapprochant mes deux pieds l'un de l'autre. Je fis alors un salut symbolique envers je ne sais qui ou quoi, me tenant solidement au garde-à-vous pendant quelques instants. À première vue, cela pouvait paraître ridicule, mais tandis que je me tenais là, une autre pensée surgit en moi sous la forme d'un ordre aussi bref et rapide que le coup de fouet d'un commandant militaire à son subordonné. Demain, monte dans ta voiture et rends-toi à Philadelphie. Tu y recevras l'aide dont tu as besoin pour publier ta philosophie du succès. Je ne reçus aucune autre explication ni aucune autre modification de l'ordre donné. Dès que je le reçus, je repris le chemin de la maison, me couchai et dormis plus sereinement que je ne l'avais jamais réussi à le faire depuis plus d'1 an. Dès mon réveil le lendemain matin, je me levai et commençai immédiatement à faire mes bagages pour préparer mon voyage à Philadelphie. Ma raison me suggérait que je m'embarquerais là dans une folle mission sans queue ni tête. Je me demandais, qui pourrais-je bien connaître à Philadelphie, susceptible d'investir les fonds nécessaires à la publication des 8 volumes de ma loi du succès, soit environ 25 000 $. Instantanément, la réponse apparut à ma conscience aussi clairement que si elle avait été prononcée à haute et intelligible voix. Tu es maintenant en train de suivre des ordres. Ce n'est donc pas le moment de te poser des questions. Ton autre soi sera aux commandes pendant ce voyage. Il y avait un autre point important qui semblait rendre mes préparatifs pour aller à Philadelphie parfaitement absurdes. Je n'avais pas d'argent. Cette pensée m'avait à peine effleuré que mon autre soi, la fit se désintégrer par un autre ordre. Demande 50 $ à ton beau-frère et il te les prêtera. L'ordre semblait clair et définitif. Sans plus hésiter, je suivis les instructions. Lorsque je demandais l'argent à mon beau-frère, il me répondait, eh bien, je peux volontiers te donner 50 $, mais si tu pars très longtemps, il faudra mieux que tu en prennes 100. Je le remerciai et lui réponds qu'il me donnait que 50 $. Je le remerciai et lui répondis qu'il me semblait que 50 $ suffirait. Je savais que ce n'était pas assez, mais c'était la somme que mon autre soi m'avait ordonné d'emprunter. C'était donc celle que je devais veiller à obtenir. Je fus grandement soulagé de voir que mon beau-frère ne cherchait pas à connaître les raisons de mon voyage à Philadelphie. S'il avait su les événements qui venaient de se produire dans mon esprit au cours de la nuit, il aurait sûrement pensé que l'hôpital psychiatrique le plus proche eût été une issue bien plus favorable pour mon entreprise. Merci les amis, nous sommes à la fin de cette petite partie. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons voir les dernières parties du chapitre 1. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci les amis.